Chers auditeurs, bonjour. Ce podcast a pour but de donner la parole à de jeunes ingénieurs diplômés de l'ECAM pour vous faire découvrir leur trajectoire professionnelle, avec l'espoir évidemment que cela éclaire peut-être vos propres choix de carrière. Nous sommes avec vous le temps d'une petite heure. Bienvenue à tous. Nicolas, bonjour. Bonjour Lisa. Je suis ravie de te recevoir ici pour un premier épisode du podcast d'ingénieurs alumni, donc pour le club Radio ECAM toujours. Nicolas, pour commencer, je te propose qu'on retrace un peu ton parcours. Et l'idée de ce podcast est ici que tu puisses nous partager ton expérience personnelle et bien sûr tes ressentis. Tu as été diplômé de l'ECAM en juin 2022, si je ne dis pas de bêtises, après 5 ans de formation en engineering. Et tu es actuellement ingénieur recherche et développement chez Serfim Recyclage. On va voir bien sûr que cet intitulé de poste, il cache bien des facettes différentes et que le recyclage, c'est bien plus sexy que l'on pense. Pour présenter rapidement Serfim Recyclage, cette branche appartient au grand groupe Serfim, qui est une entreprise familiale, c'est bien ça ? Oui. Et qui, à l'origine, est spécialisée dans les travaux publics et les métiers de l'environnement. Après, tu pourras nous en dire un peu plus. Il y a, je crois, une récente diversification dans les secteurs de l'industrie et des énergies renouvelables. Voilà, on peut reconnaître le groupe à son S bleu caractéristique. Donc Nicolas, tu es dans la branche recyclage du groupe. Cet épisode, c'est aussi l'occasion de présenter les métiers de l'industrie et de leur faire un petit peu de pub. Est-ce que tu pourrais nous décrire dans un premier temps les activités de l'entreprise et ensuite, bien sûr, quelles sont tes missions chez Serfim Recyclage ? Tu es bien renseigné, tu as bien décrit le groupe. C'est un groupe familial, lyonnais, historiquement concentré sur des activités de travaux publics, avec des diversifications qui aujourd'hui mènent à avoir 10 métiers différents, 10 branches. L'une d'entre elles étant la branche recyclage. Chez Recyclage, on est acteur du traitement de déchets, traitement global des déchets, la gestion des déchets. Donc ça va de l'exploitation de déchetterie publique, donc de la collecte aussi d'ordures ménagères, mais surtout des déchets industriels, des déchets de construction, des constructions, beaucoup du BTP, et de l'exploitation de centres de tri sur lesquels on amène les déchets, on les traite, dans le but de préparer de la matière première recyclée, parce qu'en fait on n'a pas de centre d'enfouissement ni d'incinérateur, donc l'exutoire des déchets qu'on fait rentrer sur nos sites, c'est les industriels avec lesquels on est partenaire qui vont consommer nos matières premières recyclées. Moi, chez Serfim Recyclage, je m'occupe de ce lien entre l'entrée des déchets sur nos sites jusqu'à la livraison chez les industriels. Donc en fait, je suis, comme tu l'as dit, ingénieur R&D sur les filières de recyclage. D'accord. Moi, j'ai 3 missions principales. La première, c'est de développer ces filières de recyclage dans leur ensemble. On les voit comme un système. La seconde, c'est d'animer la R&D de la branche, en sachant que je suis seul à faire de la R&D, donc ça reste de la R&D assez concrète et ça me plaît, c'est d'autant plus excitant, je trouve, parce que c'est d'autant plus concret. Et puis la troisième activité de ma mission, c'est financer tout ça. Donc c'est aller chercher des subventions sur nos projets innovants et c'est s'assurer que chaque filière qui est créée est quand même pertinente économiquement et permet d'être compétitive sur le marché pour que nos clients puissent avoir un intérêt à venir vider leurs déchets chez nous. D'accord. Donc en fait, ta filière, c'est un centre de dépenses et l'idée, c'est aussi de réduire, d'en diminuer au maximum les frais dans vos activités, c'est ça ? Oui, tu as raison, parce que la R&D, c'est souvent un centre de dépenses pour les entreprises. Là, on reste une petite structure. Tu as dit que Serfim était un grand groupe, on n'est pas encore un grand groupe, on est une PME ETI. D'accord. Et tout particulièrement Serfim Recyclage, en fait, on est des entreprises assez indépendantes au sein du groupe. Donc nous, on reste une petite structure, on est 160, on fait 30 millions de chiffres d'affaires. Et on a un seul gars qui fait de la R&D, c'est moi. Le budget R&D n'est pas infini, donc l'idée c'est de s'autofinancer en faisant des économies, mais en allant chercher aussi des subventions. Et donc est-ce que vos clients sont aussi des fois des particuliers ? Tout à fait. Nous, sur nos centres de tri, on a tout type de véhicules qui viennent vider. On va du semi-remorque 44 tonnes qui vient vider 30 tonnes de déchets d'un coup, jusqu'au vélo. Maintenant, on a des gens qui viennent vider en vélo cargo. D'accord, ok. Mais souvent, il y a des utilitaires, les artisans, les 3,5 tonnes. Alors, particulier, pas vraiment, parce qu'un particulier, il a le droit d'aller en déchetterie publique et c'est gratuit pour lui. Et nous, nos déchetteries professionnelles, c'est un service qui est facturé à l'entrée. Pour les gens qui n'ont pas le droit d'accéder aux déchetteries publiques, c'est pour les professionnels. D'accord, oui. Donc, ils ont moins d'intérêt à venir chez vous, dans ce cas-là, les particuliers. Mais nous, on les appelle, les particuliers, c'est un petit peu les artisans, quoi. Ok, oui, je vois.
D'accord, oui, personne seule plus que grande entreprise, quoi. Voilà. Ok, très bien. Et donc, tu disais, votre branche, elle concentre combien de personnes à peu près? Alors la branche, c'est, je vais dire une bêtise, mais c'est à peu près 350. Ok, pour Parce qu'on se qu'on rende est compte un peu, ouais, 100 plus 150 plus... non, c'est 300 à peu près. Ok. Et Nicolas, est-ce que du coup, tu peux nous dire un petit peu si tu as des projets qui voient le jour et puis qui prennent fin et puis ça se renouvelle comme ça? Ou est-ce que c'est des missions que tu as en continu? Donc tu nous parlais de ces missions qui sont finalement différentes, qui t'amènent à ne pas avoir le même quotidien et à avoir des missions variées. Eh ben, un petit peu des deux. Moi, je fais pas partie des ingénieurs qui sont assignés à un projet, un seul projet en même Mhm. temps, et puis donc qui vont tirer 18 mois sur ce projet, et puis ensuite passer totalement à autre chose. Moi, j'ai plutôt des projets de fond, des missions de fond, que je suis libre de mener au quotidien, Ok. donc qui vont me suivre quand même sur des longues périodes, mais sur du petit temps aussi, je vais avoir de la diversité dans mes actions quotidiennes. Ok. Bon, bah alors maintenant, ce qui peut être intéressant aussi de savoir pour nos auditeurs, c'est comment tu as eu l'idée de rejoindre ce domaine, qui est quand même bien précis, et comment tu es entré donc dans cette entreprise. Et oui, quelle idée d'aller travailler dans le déchet. Mais c'est vrai, c'était pas du tout prévu. Moi, mon père travaillait dans le déchet, le traitement des déchets électroniques, les D'accord. D3E. Et puis... Les quoi, tu dis? Les D3E, déchets électroniques, électriques et Ok. électroménagers, je crois. Ça me disait rien, ça me donnait pas envie. Et puis quand j'ai cherché mon stage d'application, donc de 3e année, il y a eu... c'est tombé pendant le Covid. Et donc j'avais un peu de mal à trouver mon stage. Et donc j'ai fait appel au piston de mon père. J'ai dit, papa, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait me proposer un stage? Et puis Stage c'est donc de aujourd'hui... septembre 2020, juin 2020, quoi, à peu près. Comme... juin 2020. Ouais. Ok. Non, mai 2020, ouais, juin 2020. À ce moment-là, il me donne le mail de mon patron actuel, qui est toujours mon patron, président de Surfim Recyclage. Il me dit, rencontre-le et puis tu verras. Et donc moi, je pars à l'entretien avec en tête la diversité des métiers du groupe Surfim, et en me disant que ce monsieur allait pouvoir m'introduire dans les autres branches, mais surtout pas dans la branche du déchet. Et puis, il m'a pas vraiment laissé le choix. J'ai apprécié les missions qu'il m'a présentées. Et donc, j'ai accepté avec quand même un enthousiasme, il faut le dire. Mais en me disant que ça allait être un stage. Avec quelques a priori, quoi. Avec beaucoup d'a priori. Et puis en me disant que ça serait un stage de 3 mois. Donc ça ne m'engagerait pas. Si j'avais su que j'y serais maintenant pour 4 ans dans le déchet. Non, et je suis très content. J'ai découvert un domaine qui me passionne, réellement, qui est caché, qui est la partie submergée de l'iceberg. Quand nous, en tant que citoyens, on jette notre déchet et puis c'est fini. Alors qu'en fait, moi, maintenant, en tant que la personne qui les traite, c'est là que ça commence, c'est là que tout commence. Et j'aime bien m'intéresser aux choses qui n'intéressent pas les autres. Et donc, étant curieux, j'ai bien aimé découvrir ce domaine. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que comme c'est un domaine qui n'est pas encore très industrialisé, il y a plein de choses à faire. Pas dans un domaine où tout est encadré, il faut suivre des procédures et on n'a pas vraiment de place à s'exprimer. Oui, c'est ce que tu disais, tu as quand même une grande autonomie sur tes activités et c'est toi qui est à l'origine même tu peux être à l'origine de nouvelles propositions, nouvelles idées et tu peux les proposer directement donc à ton responsable qui est le directeur lui-même de la branche en fait, c'est ça. Oui, c'est à taille humaine. Il y a ces deux choses. Ouais. Ah oui, c'est à taille humaine. Et donc effectivement, le domaine, le fait d'être dans le déchet, ça facilite ça. Il y a aussi la structure qui fait que le président il est très accessible, les directeurs sont très accessibles, et on reste une structure à taille humaine où il n'y a pas une direction descendante, un cap à suivre descendant. Il y en a un, mais il y a de la liberté, qui reste. Il donne largement la possibilité de s'exprimer et de faire preuve d'innovation, alors créativité peut-être pas, mais d'originalité. Tout ce dont on peut rêver en tant qu'ingénieur quand on sort de l'école, et puis, enfin en tout cas tout ce dont moi rêvais, pouvoir proposer des choses et puis les mettre en œuvre et voir si ça marche, si ça marche pas. Donc en fait, à l'origine, c'était pas forcément ce que tu voulais faire. Finalement, tu as commencé à y prendre du plaisir, à y prendre goût au travers d'un stage, quoi. Moi, je savais pas ce que je voulais faire. Je sortais de l'école. Je pensais savoir ce que je voulais faire. Je voulais travailler dans le développement durable et peut-être dans les énergies renouvelables. Je me souviens que je disais ça. Mais je savais pas du tout ce que ça pouvait vouloir dire concrètement. Et donc, j'ai été bien content de découvrir le monde de l'entreprise.
et de découvrir des métiers qui sont les métiers du déchet. Quel type de déchets vous traitez ? Est-ce qu'il y en a des nouveaux maintenant, puisqu'il y a de nouveaux matériaux ? Ouais, c'est une bonne idée. Nous, quel type de déchets on traite, nous ? Je dirais un peu de tout, mais essentiellement les déchets du BTP. Okay. Donc c'est les déchets, alors plutôt du second œuvre, donc c'est le plâtre, les isolants, les fenêtres, tout ce qui est le gros œuvre, c'est plutôt du déchet inerte. Donc nous, on va se concentrer plutôt sur ce qui est non inerte. Donc inerte, ça veut dire qui est stable dans le temps chimiquement. Ok. Donc un déchet inerte va être plus facile à traiter, puisque si on le stocke dans la nature, il va rien faire, il va pas interagir. Le béton, d'accord. La pierre, cailloux, terre. Okay. C'est à notre échelle, la tuile, la céramique, ça se dégradera pas voilà. Si on le laisse dans la nature. On peut stocker ça et ça va pas interagir avec son milieu. D'accord. Un déchet non inerte, il va se dégrader. Le bois est un déchet non inerte, le plâtre encore plus, les plastiques le sont aussi. Alors c'est un peu contre-intuitif parce que le plastique il va mettre du temps à se dégrader, mais il n'est pas du tout inerte dans le sens où si on le stocke dans le sol, petit à petit il va, avec les eaux de ruissellement, s'écouler, se désintégrer, mettre du microplastique dans le sol. Donc nous on se concentre plus sur les déchets non inertes, parce que les déchets inertes sont faciles entre guillemets à traiter, déjà parce qu'on peut les recycler facilement et en refaire du matériau de construction, donc du matériau inerte comme les matériaux qui sont extraits de carrière, et ensuite parce que s'ils sont pas recyclables, on peut les stocker. Quand je dis stocker, c'est les enfouir. Le plus gros moyen de traiter les déchets en France, un gros moyen de traiter les déchets en France, c'est l'enfouissement. Alors les déchets nucléaires, inertes, alors les déchets, tout à fait. Alors eux, ils sont encore moins inertes, ils sont dangereux. Donc non seulement ils interagissent avec leur environnement, mais en plus ils sont dangereux pour la santé humaine. Donc ceux-là, il faut encore plus les confiner. C'est justement, j'allais expliquer qu'un déchet inerte, il n'a pas besoin d'être confiné quand il est stocké, enfoui. Un déchet non inerte, si on veut l'enfouir dans des centres d'enfouissement, il faut creuser un lit de décharge, étanchéifier tout ça, et entretenir la décharge, gérer les lixivia, les jus de la décharge. Et donc ça, on a des capacités limitées sur les quantités d'enfouissement. On ne peut pas enfouir des quantités trop importantes de déchets. Et c'est là où Serfim Recyclage intervient. Il propose des alternatives à l'enfouissement de ces déchets non inertes, qui est en fait le recyclage. Mais pour revenir à quel type de déchets on traite, donc les déchets non inertes. Le bois, le plâtre, les isolants, donc ça va être de la laine minérale. Okay. Et puis tout ce qui est un petit peu les complexes, les composites. Alors les composites simples, mais ce qu'on appelle les sandwichs. Donc dès que tu as une plaque de plâtre avec de la laine collée, ce qui va faire des sandwichs et qui du coup n'est pas monomatériau. Un monomatériau est assez facile à recycler, là où un sandwich va l'être moins, parce qu'il faut séparer d'abord avant de pouvoir traiter chaque matériau ensemble. Donc là, un exemple qui me vient en tête, c'est les briques plâtrières. Une brique, c'est facile à recycler. Le plâtre, c'est facile à recycler. Mais une brique plâtrière, c'est une brique sur laquelle a été enduit du plâtre. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué. Okay. Et donc, nous, on va pouvoir recycler ça. Les déchets sur lesquels on se concentre, ils ont évolué, tu as raison. Il y a 15 ans, l'enfouissement coûtait moins cher. Donc, la plupart des déchets non inertes étaient enfouis. Aujourd'hui, le déchet ultime, donc celui qu'on enfouit, il s'est vachement appauvri. Parce qu'on a retiré le bois qu'on arrive à valoriser maintenant, le plâtre qu'on arrive à valoriser. On est en train de retirer de plus en plus les laines minérales, un petit peu les plastiques. Et nous, Serfim Recyclage, globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qu'il y avait dans les déchets ultimes, et qu'on a essayé de retirer tout ce qui était valorisable et de créer des filières de recyclage pour pouvoir les traiter. Parce que techniquement et scientifiquement, chaque produit est recyclable, mais pour que ça soit pertinent à l'échelle industrielle, il faut qu'il y ait une boucle économique, il faut qu'il y ait une filière de recyclage. Qui puisse être réutilisé. Et il faut qu'il y ait le consommateur, l'industriel, souvent, qui va être intéressé par la matière. D'accord, la matière première, du coup, en fait. Voilà. Ok. Est-ce que donc tout ça, tu l'as appris, je suppose, sur le tas, c'est-à-dire lors de ta première expérience en stage ? Ah, mais complètement. Nous, j'ai pas le souvenir qu'on ait parlé de déchets à l'école. Si, on en a parlé sur la fin de vie, sur l'analyse des cycles de vie. Et on les survole en fait, finalement. On survole ça et on rentre. Alors moi c'était dans l'analyse cycle de vie, donc c'était une donnée carbone qui était donnée sur la fin de vie d'un meuble, la fin de vie d'un produit lambda et quel était le mode de traitement. C'était l'incinération souvent. Donc moi j'ai découvert tout ça et c'est pas grave de pas l'apprendre à l'école. Moi mon métier je l'ai appris effectivement en entreprise et les entreprises ont tout à fait conscience de ça et sont là pour nous former. Et nous on arrive avec des choses que les entreprises n'ont pas.
Donc elles sont heureuses de les recevoir et inversement, elles sont heureuses de donner ce qu'on n'a pas en arrivant de l'école. Ok, je vois. Et donc, tu nous disais que tu avais choisi de rester dans cette boîte parce que tu trouves ton compte, en fait, ça te plaît, et notamment parce que tu as pas mal de liberté, beaucoup d'autonomie, et finalement, c'est en accord avec ton tempérament, ton profil. Quoi. Ouais, c'est quelque chose que j'ai remarqué en rentrant dans le monde du travail. Nous, Serfim, on travaille beaucoup avec des plus gros groupes que nous, des gros industriels, Saint-Gobain, Vicat. Et donc, je collabore avec des gens de chez eux et je vois les façons de travailler, les process mis en place. Et c'est là que je réalise la chance que j'ai d'être chez Serfim, parce que ça me convient à moi. Il y a des gens à qui ça convient tout à fait d'être un groupe très institutionnalisé et avec beaucoup de hiérarchie, avec beaucoup de procédures, avec beaucoup de cadres. Moi, ça me convient moins et je trouve tout à fait mon compte chez Serfim de ce point de vue-là. Et aussi, les déchets, donc, tu nous disais, c'est une matière qui, par définition, la définition qu'on en donne, c'est que c'est une matière non désirée par l'homme. Finalement, toi, tu redonnes de la valeur à cette matière-là et t'en changes un peu ce concept inventé par l'homme. Donc, est-ce que c'est pas un peu ça qui est satisfaisant aussi, finalement ? J'ai découvert effectivement qu'on pouvait donner du sens à son métier. Et par chance, moi je suis tombé par hasard dans un métier qui avait vachement de sens. Et j'ai découvert que si j'étais aussi heureux de le faire, c'était parce que je me sentais utile. Et donc quand je te dis que je savais pas quoi faire en sortant de l'école, je savais pas que je voulais donner du sens à mon métier. Aujourd'hui, je sais que je suis bien content d'aller au boulot pour faire ce que je fais. Je le serais peut-être un peu moins si j'étais pas en accord avec ce que je faisais et si je voyais pas l'impact assez concret. Moi, j'ai besoin de voir un impact qui se ressent. Et là, c'est bien, j'ai des chiffres. Je sais combien de tonnes on a recyclé, combien de tonnes on a évité d'enfouir, combien de tonnes on a livré à tel industriel qui ont pu être recyclés grâce à nous. Moi, j'ai besoin d'avoir un impact tangible de ce que je fais. Et ça, c'est la taille et l'organisation de la structure qui te le permet, finalement. Alors oui, mais ça peut aussi être vrai dans un plus gros groupe, parce que je vais prendre des exemples, j'ai rien contre les banquiers, mais un banquier, quelqu'un qui va travailler dans la banque, il va avoir peut-être un sens différent à son métier que le mien, et que quelqu'un qui va être agriculteur. Un agriculteur, il va au travail, il voit très concrètement ce qu'il va produire. Moi, je suis peut-être entre l'agriculteur et le banquier. Ton métier est relatif à la matière, quoi, finalement. Voilà. Il est très concret. Moi, les déchets, je les touche tous les jours, je les vois. Et cette notion de sens me parlait pas du tout à l'école. Je pense que ça peut nous faire que du bien, ces rappels. Et en tout cas, je pensais à une chose. Oui, tu nous disais que ton métier, finalement, il était au cœur de l'industrie. Même si tu as quelques missions en rapport, oui, avec la finance et la gestion de comptes et presque la comptabilité, en fait, c'est ce que tu nous disais. En fait, l'ingénierie, on se rend bien compte aujourd'hui que c'est un fourre-tout. Enfin, on retrouve beaucoup de métiers. C'est quoi, toi, ta vision de l'ingénierie ? Et ta vision de l'innovation aussi ? Toi, un ingénieur, on nous le décrit souvent comme un professionnel qui maîtrise la technique, mais qui a une vision globale des projets et qui fait souvent de la gestion de projet. Enfin, voilà. Toi, c'est quoi ta vision aujourd'hui de l'ingénierie ? Alors là, tu as dit 3 mots hyper importants et sur lesquels j'aimerais bien qu'on revienne. C'est l'ingénierie, qu'est-ce que c'est ? L'innovation, qu'est-ce que c'est ? Et le troisième, tu m'as dit... Industrie. Voilà, l'industrie. J'ai été ravi de découvrir toutes les usines qu'on avait encore en France, même si on est un petit peu désindustrialisé, que là, on a un petit peu un renouveau sur la réindustrialisation. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce domaine qui est on ne peut plus concret, on ne peut plus productif, et qui sont les métiers cachés, mais qui font tourner notre pays, en fait. Qui sont les métiers qui nous permettent d'avoir la table sur laquelle il y a le micro, la voiture dans laquelle on est arrivé, ou le vélo, manger, l'électricité, l'énergie. L'industrie est très diverse, et ça peut peut-être me faire la transition avec le deuxième mot qui est intéressant à définir, c'est l'ingénierie. Les ingénieurs ont tout à fait leur place dans l'industrie, parce que certains d'entre eux vont être très spécialistes, et spécialisés même, et pointus dans un domaine. D'autres vont être généralistes, comme c'est notre cas à l'ECAM, mais vont tout à fait trouver leur place dans une industrie, parce qu'ils vont arriver dans l'entreprise, ils vont se former à cette industrie en quelques mois, et ensuite ils arriveront avec un bagage technique global, généraliste, des méthodes de travail, un sérieux, des capacités à communiquer, à gérer un projet, à appréhender les aspects économiques
ton business, les aspects techniques de ton business, les aspects humains de ton business. Ça, c'est peut-être l'aspect humain, peut-être quelque chose qu'on voit moins à l'école, mais en tant qu'ingénieur, on va facilement l'assimiler, je pense, quand on rentre dans l'entreprise. En fait, ça te donne des compétences, des prédispositions pour réaliser un tas de projets assez divers, quoi. Mais j'étais curieuse là juste de savoir, tu nous as dit, donc j'ai eu l'occasion d'aller voir pas mal d'industries, de sites industriels, et c'était à quelle occasion? Est-ce que c'est dans le cadre de ton travail ou... Ah bah oui, tout à fait. Moi, c'est des clients, en fait. Okay. Les industriels sont nos clients, soit parce qu'on traite leurs déchets, soit parce qu'on leur fournit de la matière, donc du déchet qu'on a préparé pour qu'eux le recyclent. Donc nous, on travaille beaucoup avec Vicat, le cimentier dans l'Isère, le cimentier français. On travaille beaucoup avec Saint-Gobain, plaque-au-plâtre. Et on a une région rhône-alpine très riche en industrie. Je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est la deuxième région... non, je crois que c'est la première région la plus active dans le domaine de l'industrie, après la région... même avant l'Île-de-France, je crois. Je vais vraiment la faire fact-checker. Mais je ne dois pas être loin de la vérité. Et l'industrie, bon, c'est peut-être un gros mot, mais c'est peut-être un mot fourre-tout, mais qu'est-ce que c'est? C'est simplement des boîtes noires qu'on voit de l'extérieur, dans lesquelles on n'a pas l'occasion d'entrer, mais quand on rentre dedans, on se rend compte qu'il y a des produits entrants, des machines qui assemblent ces produits, qui les modifient, et puis des produits sortants. Et ces produits sortants, certains d'entre eux sont des déchets, et en tant que Serfim Recyclage, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va prendre ces produits sortants qui ont plus de valeur pour l'industriel et qui sont même un centre de coût pour eux, parce que ça coûte de l'argent d'évacuer le déchet, on va le préparer, et puis on va essayer de trouver une autre boîte noire industrielle qui a besoin à l'entrée de la matière qu'on va pouvoir préparer. Ok, je vois. On arrive en tout cas bien à visualiser un petit peu où vous vous situez sur toute cette chaîne. Et donc, à travers un stage que tu es rentré dans cette entreprise, est-ce que toi, tu peux repartir un peu sur l'explication des stages? Là, peut-être que vous arrivez à un moment de votre parcours où vous allez devoir chercher des stages. C'est une très belle opportunité pour vous. Les stages, c'est l'occasion de découvrir sans la pression d'un emploi. Vous êtes toujours dans votre formation, donc l'entreprise elle sera là pour vous former aussi. C'est l'occasion de découvrir le monde de l'entreprise et de découvrir des domaines pour, comme je le dis, quand on est à l'école, on ne connaît pas les domaines, on ne sait pas vraiment, sauf exception, ce qui peut nous intéresser. Quand vous cherchez un stage, je me rappelle de lire plein d'annonces, de fiches de poste hyper précises sur des stages. Maintenant, je me rends compte que les entreprises qui ont le luxe de pouvoir faire ça, ça fait déjà un tri en fait. Quand il y a une entreprise qui fait une annonce de stage avec une fiche de poste détaillée, c'est-à-dire que c'est un assez grand groupe qui a les moyens, entre guillemets, parce que ça reste qu'un stage, mais qui a les moyens en tout cas le temps et l'ambition de mettre un stagiaire sur un sujet particulier, de rédiger une fiche de mission. Une petite entreprise, une petite PME, ça va plutôt être des choses plus spontanées. Et donc c'est pour ça que je vous invite à faire pas mal de candidatures spontanées. Moi, il n'y avait pas de fiche de poste dans mon stage, il n'y avait pas d'offre de stage. Mon patron, il a été content de me rencontrer parce qu'il avait des problématiques en ce moment. Il s'est dit, écoute, on peut le mettre dessus, ça coûte rien, que le salaire d'un stagiaire. Et puis, on est content de l'accueillir, de le former. Ils avaient une bonne appréhension de l'ECAM. L'ECAM a une assez bonne image, une très bonne image dans les industries lyonnaises et même françaises. Et c'est vrai que sur LinkedIn, les offres de stage, on peut vite... alors elles sont très bien faites, elles nous font envie. Et on tombe vite dans un process de recrutement sans fin et qui peut valoir le coup, mais qui vaut pas forcément le coup. Qui aboutissent pas. Qui a peu de chances d'aboutir. En fait, une candidature spontanée, tu vas souvent ne pas avoir de réponse. Par contre, si tu as une réponse, c'est que le gars, ça l'intéresse et que du coup, tu le rencontres, il t'explique. Et si ça vous va, go quoi. Et du coup, le troisième mot-clé dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'innovation. Est-ce que tu veux nous oui, en fait, un peu comme l'industrie, ça peut être un mot fourre-tout et un mot assez sexy. Le déchet, c'est pas sexy, l'innovation, c'est sexy. On a tous, je pense qu'on a tous dans notre promo un gars qui disait qu'il voulait être consultant en innovation ou travailler dans l'innovation. Et moi, je voudrais faire le lien entre industrie et innovation et dire que l'innovation, c'est pas forcément technologie aérospatiale. L'innovation, ça peut être très très concret. Nos métiers du recyclage, même si on traite du déchet et que c'est très simple et très low-tech, c'est que de l'innovation. Pourquoi ? Parce que l'innovation, c'est simplement ça peut être simplement appliquer des techniques connues, maîtrisées, sur des nouveaux domaines. Donc sur le traitement d'un nouveau déchet. Utiliser une machine qui existe déjà ailleurs, mais l'utiliser pour le traitement des déchets. Innover, ça peut aussi être proposer
des solutions à des industriels. L'innovation, elle n'est pas forcément dans la technologie, elle peut aussi être dans l'approche de la filière, l'approche systémique de la filière. Et donc l'innovation, elle est vraiment... Je trouve ça dommage qu'elle prenne un peu un sens abstrait et vendeur, et puis un peu réservé aux startups. Il est marketé en fait. Il est marketé ce mot, exactement. Parce que même s'il y a une grosse partie de marketing dans l'innovation et que c'est important, eh ben l'innovation... il appartient presque à l'univers startup maintenant, c'est vrai. À l'univers startup et même de la recherche parfois. Mais en fait, l'innovation c'est très concret. Ouais. Et je dirais même que c'est plus concret que la R&D. Moi, ouais. Mon intitulé de poste, c'est ingénieur R&D, mais ça pourrait tout à fait être ingénieur innovation, parce que l'innovation, elle est vraiment au service des métiers, en tout cas chez nous, chez Serfim, et je pense que là où elle est le plus pertinente, c'est quand elle est au service des métiers, dans le sens où... Ça va être des améliorations très concrètes, des processus, c'est quelque chose qui n'existe pas. Oui, des machines, bien sûr. C'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une demande à laquelle on n'arrive pas à répondre, c'est nos clients qui ont un besoin, on n'arrive pas à y répondre, et on apporte une solution innovante, ça veut dire nouveau, ça veut dire... je trouve que le mot parle de lui-même, c'est innovant, et ça nous permet d'être meilleurs sur tel point. Ça nous permet d'incorporer plus de recyclés. Ça nous permet d'aller chercher plus de volume à recycler. Ça nous permet de recycler un nouveau matériau. Et nous, les métiers de Serfim Recyclage, aujourd'hui en 2024, sont le fruit d'innovation il y a 10 ans. Là, je parlais beaucoup du plâtre. On recycle bien le plâtre aujourd'hui. Jusqu'à 2011, c'était pas du tout le cas. En 2011, Nantais, la société de Serfim Recyclage, a créé le recyclage du plâtre. Et c'était pas du tout rocket science, c'était pas du tout... c'était très low-tech. Qu'est-ce que tu entends dans une bétonnière. Ouais, rocket science, c'est... Rocket science, c'était pas... C'était pas du tout high-tech, c'était pas du tout... tu sais, on dit, c'est pas rocket science, on n'est pas en train de construire une fusée. Ouais, ok. Pour recycler le plâtre, Gilles Nantais, il a mis des boules de pétanque dans une bétonnière, il a mis des plaques de plâtre. Et en fait, tu tournes, et le plâtre, c'est du papier, du gypse, une roche blanche, et du papier. C'est 2 plaques de papier qui prennent ensemble du gypse. En fait, quand on voulait livrer ça à Plaque-au-Plâtre de Saint-Gobain pour qu'ils le réutilisent, leur problème, c'était ces 2 plaques de papier, ce qui peut être étonnant, parce que c'est eux qui les produisent. Mais en fait, non, eux, ils veulent du gypse, ils veulent que la roche. Et donc, pour séparer le papier du gypse, Nantais, à l'époque, a été innovant et s'est dit, on va mettre ça dans une bétonnière, on va mettre des boules de pétanque. Puis après, il a fallu l'industrialiser. Quelle idée. Quelle bonne idée. Ouais. Il a fallu l'industrialiser. Mais donc, cette innovation nous permet d'avoir un métier aujourd'hui, de recycler le plâtre. Et puis, c'est un petit peu pareil pour toutes nos filières. Parce que quand j'explique que on regarde ce qu'il y a dans le déchet ultime et on veut le recycler, rien que faire ça, si on y arrive, c'est innovant. Et donc, aujourd'hui, faisons de l'innovation pour les métiers de demain, en fait, c'est tout. Les métiers d'aujourd'hui dépendent de l'innovation d'hier. Donc les métiers de demain vont dépendre de l'innovation d'aujourd'hui. Logique. Ok. On parlait un peu en off de aussi ton expérience au sein de l'Université Polytechnique de Turin, surnommée donc Polyto. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Parce que dans mes souvenirs, donc, tu étais à la fois étudiant chez eux et en même temps, tu commençais déjà à avoir les missions que tu as aujourd'hui chez Serfim. Ouais, en fait, j'ai bien aimé pouvoir partir à Politecnico di Torino. Là, c'était avec ECAM Engineering. On a une année à l'étranger, un partenariat avec une école à l'étranger. Ah, en 5e année. Maintenant, c'est en 5e année. Moi, c'était en 4e année. Je suis parti à Turin pour faire un master qui s'appelait Design Systemique. Systemic Design, Design Sistemico, in italiano. Et qui était assez original dans une formation d'ingénieur parce qu'on était mélangé avec des architectes, des designers et donc des ingénieurs. Donc c'était pas très technique et il y avait plus trop de sciences de l'ingénierie. Mais j'y ai appris des concepts. C'était très axé sur le développement durable. Et donc, et aussi sur ce qu'on appelle le design systémique. Donc, c'est en fait voir les systèmes. Donc, c'est assez axé sur le développement durable, mais ça s'appelle du design systémique parce que c'est dessiner en fait des systèmes en prenant en compte toutes les interactions entre tous les stakeholders, tous les parties prenantes. Et donc, c'est l'étude des flux entre ces parties prenantes, c'est déjà faire un état des lieux, quelles sont les interactions existantes, et c'est aller vers des solutions plus durables, en créant le plus possible d'interactions entre chaque partie prenante. Donc ça, c'est le design systémique. Mais je me demandais comment j'allais pouvoir... Je trouvais ça très peu concret.
donc j'étais bien content en même temps de pouvoir travailler chez Serfim. C'est assez bien tombé. Je finis mon premier stage chez Serfim Recyclage. J'avais besoin de garder quelqu'un sur les missions que je faisais, donc ils m'ont proposé de continuer chez eux. Alors à mi-temps, parce que moi il fallait que je finisse mon diplôme d'ingénieur, et donc c'était la période où c'était les cours en ligne. Moi j'ai pas pu aller à Turin, j'ai suivi les cours en ligne parce qu'il y avait le Covid. Et donc j'avais un contrat de 20 heures par semaine, et je m'arrangeais avec l'entreprise pour suivre mes cours et travailler chez eux. Et j'ai beaucoup aimé de pouvoir poursuivre une sorte d'alternance aménagée, en fait, mais de pouvoir suivre les cours en ligne à Turin et puis travailler chez Serfim en même temps. Ok. Et donc, l'année d'après, 6 mois à l'école, c'est ça, en 5e année. Et puis, ton stage de fin d'études chez eux, toujours, c'est ça, hein. Voilà, il y avait encore un semestre à finir à Lyon que j'ai fait. Et en même temps, je commençais d'écrire ma thèse. On avait un mémoire à écrire pour le master à Turin, que j'ai fait sur le traitement des déchets à Lyon. Donc, c'était une analyse systémique j'ai choisi de faire ça sur la gestion des déchets dans la métropole du Grand Lyon. Et donc, comment se tourner vers des solutions plus durables, identifier quelques problématiques et puis se proposer des solutions systémiques. Donc, c'était génial parce que moi, je travaillais plein dedans. Donc, mes études et mon travail étaient liés, donc c'était une belle opportunité. Et donc je finis ce semestre, je finis ma thèse, et puis je reprends mon stage de fin d'études en janvier 2022 chez Serfim Recyclage. Et à ce moment-là, on se met d'accord que ça sera l'émission d'un CDI, enfin, ce sera l'émission de mon premier poste, qui commence par un stage, et puis qui se poursuive par un emploi. Est-ce que c'était une création de poste, finalement, à ce moment-là ? Oui, j'ai une création de poste, oui. Parce qu'en fait, Serfim Recyclage, je te l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas une structure qui peut... C'est à taille humaine, en fait. Ouais, mais puis surtout, on n'avait pas l'habitude... Déjà, premièrement, parce qu'on n'est pas dans un secteur qui est très industrialisé. Donc, on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup d'ingénieurs. Et puis, deuxièmement, parce qu'on reste assez petit. Donc, il faut avoir les moyens pour gaspiller de l'argent dans des ingénieurs. Ça marche. Merci pour tout, Nicolas. Le podcast touche à sa fin. Une dernière question là, qui peut être intéressante, c'est de savoir quel conseil tu nous donnerais, nous en tant qu'étudiants encore en école, pour retirer le meilleur de nos années d'études. Et cette question du sens, je pense, est prépondérante. Moi, je vous rassurerais en vous disant que c'est pas grave de pas savoir ce que vous voulez faire encore, de pas encore savoir. Je savais pas du tout où j'allais... finir, et puis ça se passe très bien. J'ai découvert ça beaucoup à travers le monde de l'entreprise en faisant des stages. Donc je vous invite à faire le plus de stages possible, à projeter en entreprise, essayer. Même si je suis pas vraiment plus vieux que vous, je vais quand même essayer de vous donner un conseil du haut de mes 24 ans. C'est quelque chose on me l'a jamais dit quand on faisait les cours d'employabilité, les cours de... Je me souviens avoir fait des simulations d'entretien d'embauche à l'ECAM. Alors j'étais très fort pour jouer un rôle et me vendre, mais je pensais jamais à interroger l'entreprise que j'avais en face de moi, à prendre des informations sur elle, à comprendre quel était son sens, quelles étaient ses valeurs. Je mesure maintenant que je suis dans le monde de l'entreprise à quel point c'est important d'être dans une entreprise qui te correspond, avec laquelle tu vas partager certaines valeurs et le sens, que ton métier ait le sens qui te convient, parce que tu vas travailler à peu près 8 heures par jour, donc il vaut mieux faire quelque chose avec lequel tu es d'accord. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose que dont j'avais jamais pris conscience à l'école. Donc peut-être qu'un conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous dire les paramètres quand je vais chercher mon premier métier. Oui, c'est le salaire, mais c'est pas que le salaire. C'est le domaine par rapport à... Moi, je voulais choisir l'énergie renouvelable parce que c'était la mode et que c'était bien vu. Mais c'est pas forcément des paramètres qui sont pertinents à prendre en compte. Il faut bien connaître l'entreprise dans laquelle on va, bien connaître le domaine et savoir ce qu'on veut faire tous les jours, parce qu'on va y passer un petit moment dans notre métier. Ce soir, on soit assez fier de ce qu'on a fait. Donc, tous ces paramètres concrets, moins financiers, mais qui sont hyper importants dans le choix d'un métier. Est-ce que tu as une autre remarque à nous donner, une autre info ? Oui, je vais trouver. Si c'est non, c'est non. Non, mais j'ai l'impression est-ce qu'on a parlé de tout ce qu'on voulait parler, tout ce dont on voulait parler ? Je crois. Est-ce que tu es d'accord éventuellement pour donner ton contact, ou en tout cas, si ça intéresse nos auditeurs d'en savoir un peu plus, qu'ils puissent te contacter ? Oui, bien sûr. Sur LinkedIn, comme c'est moi un message. Voilà. Allez chercher Nicolas Clavelou. Clavelou, ouais, sur LinkedIn. CLAVE 2LOX, c'est bien ça ? Ouais. Et j'ai bonne mémoire. Et parfait. Est-ce qu'on a tout dit ? Si, chers auditeurs, il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que donc on s'attache à recevoir ici sur le podcast des ingénieurs
qui sont sortis d'école il y a moins de 10 ans, ce qui vous permet d'avoir une vision assez concrète de là où vous pouvez être finalement embauché demain et où vous pouvez vous projeter pour vos futures embauches. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi si vous avez des questions. Et c'était un plaisir. C'était notre premier épisode à venir, donc restez à l'écoute. C'était un plaisir partagé. Merci pour votre invitation. À bientôt.